Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 27 octobre 2025, il est 21h à Jérusalem et vous regardez le débat i24 News. Ce soir, nous parlerons de Naftali Bennett, du Hezbollah, d'Éric Zemmour, de Benyamin Netanyahou, de l'autorité palestinienne et du chanteur Amir. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente émission. Avant de vous présenter les débatteurs du soir, je vous propose de rejoindre Stéphane Goldin, notre envoyé spécial à la bordure avec Gaza. Bonsoir Stéphane. Et je suis heureux de vous présenter une nouvelle participante. Bonsoir Anaëlle Silbon. Bonsoir Raphaël. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Je vois que vous avez préparé quelques notes. Prête. Vous êtes prête. Parce qu'en face de vous, il y a un habitué de l'émission qui n'a pas sa langue dans sa poche. Je dirais même qu'il a souvent le verbe haut. Bonsoir Guillaume Bensoussan. Bonsoir Raphaël, je suis très content d'être ici. Merci pour votre invitation. Et je suis très content de faire face à Anaëlle, avec qui je suis sûr qu'on va bien s'entendre. Guillaume Bensoussan, chimiste et responsable reconquête dans la 8e circonscription des Français de l'étranger. Tout à fait. Tout à fait. Alors, vous me demandez peut-être ce que Reconquête représente. J'imagine que c'est connu de beaucoup de nos téléspectateurs. Reconquête, c'est un parti tout simplement qui veut que la France reste la France. C'est un parti de droite. C'est un parti qui veut sortir la France de son marasme, qu'il soit économique, migratoire, sécuritaire. Donc, voilà ce que j'incarne pour les Français de l'étranger. Et on sait ô combien les Français d'Israël nous soutiennent. Et on les remercie pour ça. Guillaume Bensoussan, est-ce que vous, à l'époque, vous aviez aimé cette expérience gouvernementale, Naftali Bennett et Yair Lapid ? À titre personnel, je suis sur la ligne de Meyer, c'est-à-dire que j'ai pris comme une trahison le fait que Bennett décide de s'allier avec la coalition des Merav Michaeli, Yair Lapid, etc., Mansour Abbas, qui est l'émanation des frères musulmans en Israël. Et effectivement, moi, je ne l'ai pas supporté. J'ai par le passé trouvé certaines des positions de Bennett intéressantes, mais effectivement, j'avais trouvé qu'il y avait cette sorte d'enflammement anti-Netanyahou qui avait poussé Bennett à s'allier avec n'importe qui. Juste dans le but de faire tomber Netanyahou. Ça, j'avais pas trouvé ça élégant ni honnête vis-à-vis de ses électeurs. D'autant qu'il portait un discours qui était plus à droite encore que celui de Netanyahou. Maintenant, je dois également ajouter que tout le monde a le droit à la rédemption. On va peut-être en parler dans la suite de l'émission, mais il est vrai que l'échec total du 7 octobre est imputable à Benyamin Netanyahou parce que c'est lui qui était le responsable à cette époque. Donc, de la même manière, si on se doit d'être cohérent, si on dit que Netanyahou a droit à la rédemption, qu'il a fait preuve d'un charisme, d'un héroïsme, d'une résilience pendant la guerre, qui quelque part rachète, en tout cas à titre personnel, un peu cette erreur monumentale, alors Bennett doit pouvoir être finalement la cible du même traitement. Guillaume Bensoussan, oui. Je vous ai interrogé tout à l'heure sur la coalition Bennett-Lapid, mais est-ce que vous signeriez pour 4 ans de plus avec la coalition actuellement au pouvoir ? Alors, je vais vous répondre dans une seconde. Je tiens juste à interpeller Merav, qui a ponctué la fin de son propos en disant qu'une fois de plus, nous n'aurions pas un gouvernement à l'image de la société israélienne. Ça n'est pas, chère madame, parce que le gouvernement n'est pas forcément de votre bord politique qui ne représente pas la société israélienne. Comme vous le savez, vous êtes juriste, on est dans un système à la proportionnelle intégrale, avec un seuil d'éligibilité très bas. Donc, si les Israéliens choisissent, en leur âme et conscience, de voter à droite année après année, parce qu'ils sont conscients du fait qu'il y a une menace sécuritaire et que les leaders de droite leur proposent des solutions qu'ils préfèrent, eh bien, c'est leur choix, justement. Et remettre ça en cause, c'est remettre en cause l'état de la démocratie israélienne, qui certes est imparfaite, mais qui est imparfaite parce qu'elle est trop démocratique et peut-être pas assez équilibrée au niveau, justement, de la stabilité du pouvoir. Maintenant, pour répondre à votre question, vous me demandiez si j'étais prêt à signer à nouveau pour 4 ans. Moi, j'ai quand même certaines réserves, comme j'ai commencé à vous l'expliquer. J'ai vu qu'il y avait peut-être éventuellement une commission qui allait annuler la possibilité d'une enquête sur les tenants du 7 octobre, ce qui me dérange profondément. Notre ami Anaëlle a rappelé le fait que Golda Meir avait dû quitter le pouvoir après le fiasco de la guerre de Kippour. Il me semble que c'est le minimum syndical que d'organiser une telle enquête. Donc évidemment,
je rejoins, je ne vais pas être mais aussi... Netanyahou compte faire une enquête. Netanyahou compte faire une enquête. J'en ai parlé directement avec lui, c'est pour ça que je peux vous le dire très facilement. Mais pas une enquête qui sera dirigée par le Bagat, qui est un corps qui est totalement à gauche. Ça, Meyer, on est tout à fait d'accord. Pour faire tomber Netanyahou. Ça, Meyer, on est tout à fait d'accord. Moi, je plaide pour une enquête où précisément les enquêteurs sont indépendants. Avec des représentants évidemment que c'est pas le Bagat qui est une cour. Qui fasse une enquête parce que tout le monde veut savoir ce qui s'est passé. Si je peux finir une phrase, c'est pas le Bagat qui effectivement est une cour. Oui, mais d'accord, mais Meyer a beaucoup parlé, donc il faudrait que je puisse terminer une phrase. C'est pas le Bagat qui est évidemment une cour qui est très politisée, comme toutes les cours suprêmes du monde. On connaît le Conseil constitutionnel en France. Les Américains ont la chance d'avoir une Cour suprême qui est pas trop orientée politiquement, mais en règle générale, on sait que la haute magistrature est très orientée à gauche. Donc, je rejoins bien sûr sur le fait qu'il faut des enquêteurs indépendants et que ça soit pas le Bagat qui l'organise. Ça va de soi. Mais Rabib, si je peux rajouter un mot avec votre permission, Raphaël. Allez-y, il nous reste 2 minutes, Raphaël, donc je vous demande de respecter ces 2 minutes. D'abord 2 choses. C'est la Torah, c'est le Shabbat, c'est la cache-route qui a gardé le peuple juif, le ciment du peuple juif pendant 2000 ans d'exil. Alors avec mes frères Haredim, je pense qu'il faut leur tendre la main, il faut avancer, il faut qu'il y en ait plus qui aillent à l'armée, c'est ce qui est en train d'être préparé avec la nouvelle loi, et je vous garantis qu'il y a des gdoudim anti-Haredim aujourd'hui qui n'existaient pas auparavant, il y a énormément de Haridim qui vont aller jusqu'à Tagious pour s'enrôler dans l'armée. Simplement, moi, en parlant beaucoup de gens Haridim, ils disent nos enfants rentrent Haridim, ils veulent qu'ils sortent Haridim. Ça, c'est leur droit le plus absolu. Non, mais pardon, Meyer. Il n'a rien à voir avec l'exposé d'Anaël qui a été parfait. 40 secondes. En 10 secondes, je suis désolé, mais c'est un discours qui est un peu trop caricatural. Parce qu'on sait très bien, on a entendu le chef d'état-major, celui-ci ou le précédent, je ne me souviens plus, qui avait dit justement que parce que trop peu de Haredim s'enrôlaient, eh bien, ils étaient obligés d'étendre la durée de conscription de ceux qui étaient déjà dans l'active. Il faut qu'il y en ait plus. On ne peut pas présenter les Haredim comme des gens qui s'enrôlent massivement. Les Haredim à l'extrême gauche antisémite. J'ai trop d'amis qui ont servi trop longtemps dans Gaza pour vous laisser dire ça. Stop. De retour sur le plateau d'i24 News, toujours en compagnie à Paris de Meyer Habib, Merav Greger et en plateau avec moi à Tel Aviv, Anaël Sidbon et en face de vous, Guillaume Bensoussan. Javier Milei a signé ce dimanche 26 octobre une victoire éclatante lors des élections législatives de mi-mandat. Le parti ultralibéral du président argentin a obtenu environ 40,7% des voix exprimées au niveau national. Quelle leçon tirer de ce succès? Je commence avec vous, Guillaume Bensoussan. J'imagine que Javier Milei, c'est plutôt votre tasse de thé. Bien sûr, et d'ailleurs je suis très heureux de voir Romain ce soir sur le plateau. Je comprends qu'il veuille ménager toutes les sensibilités, n'étant peut-être pas investi directement en politique en France, mais s'il y a bien une figure qui est proche de Javier Milei, qui a témoigné d'ailleurs sa contiguïté avec lui, c'est Sarah Knafo. C'est la vice-présidente de notre mouvement Reconquête qui martèle depuis maintenant des mois le fait qu'il faut une politique à la Milei, à savoir appliquer la tronçonneuse, le fameux afuera argentin, de telle sorte à pouvoir libérer la France du carcan socialiste écrasant qui la tient depuis au moins 40 ans. Donc évidemment que je suis proche de Milei, je me félicite de ses résultats, j'en suis très heureux, et je suis certain qu'il va continuer à démontrer au monde qu'une voie autre que celle du socialisme qui pourrit tout ce qu'il mange est possible. Donc félicitations à vous. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Il y a eu des élections qui ont été faites. Ce que je veux, c'est relativiser ce qui est dit aussi bien par Guillaume Bensoussan tout à l'heure que Meyer Habib actuellement. Soyons réalistes, on est tous des électeurs. Avant même que vous fassiez de la politique, chers messieurs, vous aviez été des électeurs et on en a fait des votes par défaut ou des votes qui ont été dictés par l'alternance. Donc ces rayons de soleil, cette représentativité maximale, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'appellerait votre ami Trump du bullshit. Donc on est en plein dedans et ce n'est pas une représentativité. Nous, citoyens, 42%, c'est pas représentatif. C'est pas des élections quand on vote. 42% des élections législatives, c'est pas représentatif. Guillaume. Bah ouais, mais il faut pas justement faire de bullshit, chère madame. Parce que là, c'est les téléviseurs, c'est les téléspectateurs qui vont nous prendre au pied de la lettre, là.
Donc, lorsque on n'a pas d'autre choix en termes de candidats, nous, on l'a connu électeur. Donc, on fait des votes par défaut. Et tout à l'heure, cher Guillaume Bensoussan, vous m'avez dit que je ne savais pas et que effectivement, vous pensiez que Benyamin Netanyahou était une pleine représentativité de la société israélienne. Non, madame, j'ai parlé de sa coalition. Je suis moi-même israélo-française, J'ai parlé de sa coalition, je n'ai pas parlé que de la figure de Benyamin Netanyahou. N'utilisez pas le sophisme de l'homme de paille pour me faire dire ce que je n'ai pas dit, chère madame. C'est pas à moi de vous l'apprendre. Ah oui, mais ne mettez pas dans ma bouche des mots qui n'y ont pas été. Ça s'appelle une fumée d'écran. Je résume, mais vous pouvez corriger et vous pouvez laisser la parole pour corriger après aussi, monsieur Bensoussan. Ça s'appelle la politesse. Oui, mais la politesse, c'est aussi de citer correctement les gens à qui on fait dire des choses. Merci, madame. Est-ce que vous pouvez vous mouiller un peu politiquement en citant 2-3 noms, allez, de personnalités politiques en France? Tout à l'heure, Guillaume Bensoussan parlait de Sarah Knafo, peut-être David Linard ou Éric Ciotti, qui se rapprochent le plus de l'idéologie Travers Milei? Alors, oui, quand j'évoquais quand même quelques voix libérales qui s'élèvent, évidemment, je pensais à Sarah Knafo. Je pense que les deux seules personnalités politiques françaises aujourd'hui qui ont une vraie compréhension de la politique économique libérale et de ses bienfaits pour tout le monde, pour l'ensemble de la population, qui comprennent les mécanismes, la structure, qui comprennent à quel point l'État est néfaste pour les Français, eh bien, ils ne sont que deux, c'est effectivement Sarah Knafo et David Lisnard. Donc ça ne fait pas beaucoup, mais je crois qu'ils ont, grâce à cette compréhension profonde, eh bien, une foi inébranlable en le libéralisme, et j'espère bien qu'ils vont continuer à taper sur le reste de la classe politique qui est intégralement socialiste. Merci beaucoup, Romain Dominati. Amir, le chanteur, est de nouveau la cible d'appels au boycott de la part du collectif Urgence Palestine. L'organisation accuse l'artiste d'être un complice et soutient des génocidaires, évidemment je cite, et réclame l'annulation de ses concerts prévus partout en France jusqu'à la fin de l'année. Je tenais très vite à dire qu'Urgence Palestine était en voie de démantèlement par Bruno Retailleau. Malheureusement, il a quitté le gouvernement. Et il faut impérativement, je suggère à tous nos téléspectateurs de faire cet exercice, d'aller voir sur Internet la commission d'enquête. Ils ont interviewé Nora Bussini, qui est l'auteur du livre « Les nouveaux antisémites », qui parle d'Urgence Palestine comme étant un mouvement qui est noyauté intégralement par le Hamas. Et donc, obligatoirement, le Hamas ne va pas défendre autre chose que le fait de boycotter un artiste juif et ses soutiens. Donc, évidemment qu'Urgence Palestine... aussi de nos confrères de Frontières, une journaliste qui avait infiltré à l'époque Urgence Palestine. Le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Kassem, a catégoriquement rejeté hier soir tout projet de désarmement de son organisation lors d'une interview. Posséder des armes est indissociable de notre droit légitime à défendre notre patrie. La résistance est un droit légitime. L'État libanais décide de son mode de fonctionnement interne en matière de gestion des armes. Israël n'a rien à voir avec cela. Si l'armée libanaise n'a pas la capacité de faire face seule aux attaques, il est nécessaire qu'une résistance populaire soit menée à ses côtés. Une coordination entre l'armée et la résistance est nécessaire. Alors nos experts défense sur i24 News en viennent même à dire que la reprise de la guerre avec le Hezbollah est inévitable. La question n'est pas savoir si ça va avoir lieu, mais quand. Guillaume Bensoussan, une réaction, et après on passe à votre information. Très simplement, les bombardements ont repris. Il y a eu des bombardements sur des positions du Hezbollah dans le sud du Liban il y a quelques jours. Et ce qu'il faut impérativement, c'est ne surtout pas retomber dans une situation de type 6 octobre 2023, où les groupes terroristes qui veulent éradiquer Israël s'arment, où Israël doit tout le temps être sur le qui-vive en sachant qu'il y a des ennemis héréditaires qui veulent détruire l'État juif qui sont à sa frontière. Il faut que les Libanais prennent enfin leur destin en main. Effectivement, moi je vois beaucoup de réactions sur Twitter de Libanais qui expriment leur solidarité avec Israël. Est-ce pour autant représentatif de l'opinion libanaise? On sait que de l'autre côté, il y a beaucoup de Libanais qui vouent une haine viscérale à Israël parce qu'ils décident de s'arrêter à un échelon trop superficiel d'analyse consistant à dire Israël nous a bombardés. Alors même que c'est le Hezbollah qui est responsable de leur malheur. Guillaume Bensoussan, votre actualité, je vais vous demander une réponse courte, s'il vous plaît. Il y a 20 ans, à la fin. Il y a 20 ans, jour pour jour, le 27 octobre 2005, 2 adolescents mouraient électrocutés dans un transformateur électrique à Clichy-sous-Bois. La mort de Zied et Bouna va embraser les banlieues françaises pendant 3 semaines. Alors, qu'est-ce qui a changé dans les banlieues françaises au cours de ces 20 dernières années, Guillaume Bensoussan? Bien, tout simplement, dans les banlieues françaises, tout a empiré depuis lors. C'est-à-dire que les émeutes de Villiers-le-Bel en 2005
le fait que ces deux adolescents qui, rappelons-le tout de même, ont connu la mort, non pas parce que ce sont des policiers qui les ont tués, mais parce qu'ils ont eu l'idée brillante, pardon de cette légère ironie, de se réfugier dans un transformateur EDF, ça n'est pas la police qui a tué ces enfants. Oui, il y a eu une décision de justice sur ça, mais il ne faut pas non plus rigoler d'abord. Mais je ne rigole absolument pas. Je dis seulement que c'est sans cesse la police qui est incriminée, or ce sont eux qui sont responsables de leur propre mort. Et depuis lors, depuis 20 ans, cet événement est érigé, ces deux enfants sont érigés en martyrs par les banlieues. On a vu aujourd'hui toute la LFI se répandre dans des cérémonies hommages totalement délirantes pour incriminer et cracher à nouveau son fiel sur la France. Je suis désolé, je me permets seulement de rappeler ce fait élémentaire. Il y a en France l'édification de deux peuples avec deux élites, la France insoumise qui cherche à quelque part incarner, être le porte-parole de cette nouvelle France arabo-maghrébine. Et donc, on les a vus aujourd'hui. Malheureusement, ça risque de tourner un peu court pour eux, parce que Rima Hassan leur a annoncé que l'ère du porte-parole était terminée. Donc, finalement, je terminerai en quelques mots. Rapidement. Tout a empiré depuis 2005. La police ne peut plus entrer dans certains quartiers, le narcotrafic tient tout.